J'ai fait un dossier à un moment donné où il y avait 4 millions de déductions à la source, impayées. Déductions à la source, c'est les sommes qui sont prélevées à même les payes d'employés. Est-ce que tu penses que les subventions que les entreprises ont eues à travers la COVID, ça a été un peu un couteau à double tranchant? Avez-vous une idée combien ça a coûté tout ça, ces prêts-là? Approximativement 160 milliards. Parce que composé avec des problèmes financiers, là, ben, ça peut occasionner des problèmes familiaux, des problèmes de santé. On en parlait tantôt des dépressions. On n'en parle pas assez. Mais c'est pas parce que tu fais faillite que t'es un bon à rien. Yannick Bourassa-Milo, bienvenue sur Startup. On Merci. est bien excités de te recevoir. Tu es associé chez Raymond Chabot. Et en fait, ça fait 13 ans que tu œuvres au sein de l'équipe de redressement et insolvabilité. Alors, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler de faillite et de tout ce qui en découle. Le sujet, c'est fort intéressant. En fait, je suis vraiment excitée. C'est peu connu. Oui, merci d'abord de cette invitation-là. Je suis bien content d'être avec vous. Puis comme on le disait un petit peu tantôt, c'est un sujet très méconnu, un sujet tabou. Puis le métier, la profession de syndic aussi, c'est méconnu. Là. Vraiment. Ouais. Puis pour bien mettre les gens en contexte, tu peux peut-être nous ramener un petit peu dans ton parcours, dans qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Là, j'ai dit ça fait 13 ans, mais tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avant toutes ces belles années? Effectivement, ça n'a pas été un chemin, une ligne droite. Ça a été quand même un périple. Si on se ramène, mettons, au cégep, j'avais des bonnes notes, mais j'ai jamais été quelqu'un qui était manuel. Donc, tous les travaux manuels, c'était pas pour moi. Donc, au cégep, je savais pas quoi faire du tout. Je vraiment pas... je vais où, je fais quoi. J'avais des bonnes notes. Donc, j'ai commencé en sciences de la nature. Je disais, je vais aller là, ça va m'ouvrir des portes. Donc, après, je verrai. Après 1 an, la chimie, la physique, pas capable. J'étais pas capable. Donc là, j'ai dit, OK, il faut que je change. Là, mais j'aimais l'administration, j'étais quand même fort en maths. Donc, j'ai OK, bien, l'administration, la gestion, ça m'intéressait. Donc, j'ai changé en administration et en sciences humaines administration. OK, là, ça allait bien. J'ai le DEC, tout ça. Mais après, l'autre état, c'est à l'université. Je sais pas plus quoi faire. Puis, je fais quoi? Puis... Donc, c'est pas évident, quand on est jeune, d'essayer de se projeter dans l'avenir et de dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? Puis, dans quoi je vais être heureux? Donc, parle à des gens, tout ça, la comptabilité, ça peut être un métier ou une profession qui s'arrime un peu avec tes intérêts, puis la gestion, tout ça. Bon, je me lance en comptabilité, en sciences comptables. J'aimais ça, mais je vais-tu faire vraiment carrière là-dedans? OK. Là, le bac se termine. Après ça, tu as un choix d'aller chercher un titre comptable. À l'époque, il y avait 3 titres comptables. Encore une fois, les 3 avaient des spécialisations ou des domaines différents. Mais je vais prendre un qui m'ouvre le plus de portes encore. Donc, je prends le titre des comptables agréés, finalement, qui a été renommé CPA dernièrement. Je m'en vais là-dedans, tout ça. OK, j'ai mon titre. Et là, moi, je suis originaire de Trois-Rivières. Là, je me suis dit, je veux que ça bouge. J'aimerais ça aller dans la grande ville à Montréal. Donc, j'applique dans les grandes firmes. Je dois travailler pour une grande firme comptable. J'applique à Montréal. Je pars de là avec ma conjointe. On s'en va travailler à Montréal. Je fais 3 ans en vérification, ce qu'on appelle en audit. Et à chaque jour, je me levais, puis il y en a qui aiment ça. Puis mais moi, je suis quelqu'un de terrain qui veut côtoyer des gens. Je suis tout le temps en mode solution. Donc, la vérification, je me levais à chaque jour, puis je voulais... Un audit, c'est quoi, dans le fond? Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que moi, j'en connais des jeunes comptables qui sont comme « Oh, ils ont juste hâte que ça finisse pour avoir leur CPA. » Moi, j'étais comme ça, mais il y en a qui adorent ça. Donc, tu sais, ça dépend du tempérament. Il y en a que les gens qui sont... Tu sais, ça dépend de la personne, vraiment. Tu sais, ça pas... Mais moi, j'étais un tempérament qui, j'avais hâte que ça se termine. Et après le temps, c'était 24 mois de stage qu'on doit faire. Dès que j'ai eu mon titre, là, il faut que je cherche parce que je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Donc, je me mets à rechercher. Puis, comme par hasard, il y a un poste chez Raymond Chabot en redressement et insolvabilité qui s'ouvre à Laval. Moi, j'avais suffisamment profité de la vie montréalaise. Je voulais revenir un peu en retrait. Et, c'est ça. Là, j'applique. J'ai eu le poste. Mais je ne savais pas c'était quoi, là. J'ai dit, OK, je me lance. Ça ne peut pas être pire que ce que je vivais avant. Donc, je me lance là-dedans. Un syndic, je ne savais même pas c'était quoi, là. Donc, j'embarque là-dedans. Et puis, ça a été un hasard, mais le coup de foudre, puis ça rejoignait inconsciemment. Tu sais, quand j'ai appliqué, je ne savais pas, mais inconsciemment, ça rejoignait
tout ce que je désirais, travailler en équipe, être sur le terrain, aider les gens. Donc, c'est un peu un parcours improbable, là, mais j'ai été chanceux, finalement. C'est quoi, justement, un syndic? J'aurais tendance à vouloir vous retourner la question. Selon vous, c'est quoi un syndic? Ben moi, je pense à un syndicat, puis je pense pas que c'est ça. Bon, ça, c'est réglé, c'est pas ça. Moi, on dirait que j'imagine, OK, un syndic dans ma tête, c'est comme une table. Puis là, tout le monde est habillé genre en costume, puis là, ils te jugent. Est-ce qu'on te met en faillite? Est-ce qu'on te met pas en faillite? Puis comme, on dirait que j'imagine ça comme un peu genre les dragons version ton entreprise va vraiment mal, puis t'as pas le choix d'aller devant eux, puis tu décides de ton avenir. Genre, qui va te prendre la main ou qui va t'aider à liquider tes affaires. Mais j'imagine vraiment comme une équipe qui te rencontre puis qui décide un peu de ton avenir avec toi, genre. C'est ça, mais c'est pas ça en même temps. Dans le fond, le syndic, c'est lui qui applique la loi sur la faillite et l'insolvabilité. C'est juste un syndic qui peut gérer, administrer une faillite ou une proposition. Mais là, j'ai le goût de vous relancer la question encore. Selon vous, quand vous entendez la loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou on voit souvent dans les médias, cette compagnie-là s'est placée sous la loi de la protection des créanciers, les faillites. On entend plusieurs termes galvaudés. Mais selon vous, c'est quoi la loi sur la faillite? En toute honnêteté, moi, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai très peu de connaissances. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis très excitée d'être ici aujourd'hui, pour en apprendre davantage. Je connais peut-être un peu plus comme le concept de la loi de la protection. En tout cas, ça, je comprends que tu t'approches de potentiellement faire faillite et des choses qui se passent moins bien, tu te protèges. Fait que là, les gens, ils peuvent pas comme se retourner contre toi dans ce moment-là. Mais honnêtement, je sais même pas c'est quand tu décides de faire faillite. Y a-tu un moment que t'es obligé? Y a-tu des dettes qui font OK, t'as pas le choix? Je sais même pas. Camille, toi, c'est quoi ça te sonne? Un peu la même chose qu'un syndic, là, genre un groupe de personnes qui va décider de comment ils vont liquider tes biens pour genre, je sais pas. Pour Cam, c'est des groupes de personnes. Ou bien un peu comme un notaire, quand quelqu'un décède, il va redistribuer les choses. On dirait que j'imagine la même chose, mais pour une entreprise. Parce que, tu sais, quand tu t'incorpores, tu te fais dire que tu crées une personne. Bien, une entreprise, c'est une personne. Bien là, c'est comme l'entreprise, elle meurt, elle fait faillite, bien là, il y a des gens qui vont décider comment ils vont liquider les biens. Puis là, il y a des lois par rapport à ça. Je suis content de votre réponse parce que je pense que ça reflète un peu l'opinion populaire de à peu près tous les gens. Moi, je suis un peu gênée en toute honnêteté, mais c'est ça, il y a des choses que je sais pas. En fait, la loi sur la faillite, c'est une loi de réhabilitation. Donc, l'objectif qui est écrit noir sur blanc dans la loi, l'objectif, c'est de donner une seconde chance, de réhabiliter un débiteur qui est une personne, une entreprise, qui a été malchanceux, mais qui est honnête. Donc, une entreprise honnête qui est prise avec un paquet de dettes, bien, la loi est là pour effacer ou te restructurer, enlever cette dette-là, ce fardeau-là, pour que, ultimement, dans le futur, bien, tu recontribues positivement à l'économie. Donc, c'est une loi positive, finalement. Quelqu'un de malchanceux, puis tu sais, les malchances, on va en parler tantôt, mais ça peut être un décès, ça peut être une maladie, ça peut être une dépression, ça peut être n'importe quoi. Bien, la loi est là. Puis là, la bad luck arrive, des pertes, l'administrateur ou le dirigeant est moins dans son entreprise, donc les pertes s'accumulent. Mais la loi est là pour aider ces gens-là qui ont été malchanceux. Donc, c'est pas négatif du tout. Donc, nous, quand on... Puis, mes collègues partagent la même opinion. On voit ça dans les médias, que la loi sur la faillite, ça fait très, très négatif. Puis même, je pense que ça l'entretient, cette espèce de connotation négative-là qui entoure la loi sur la faillite, mais c'est une loi ultimement positive. Moi, je voyais ça quasiment comme la mort, là, tu sais. Ben, les gens en costume noir, puis comme... Mais aussi, tu sais, un syndic, dans une vie, ça tend à changer quand même, mais dans une vie, les gens espèrent pas en rencontrer, ou une fois maximum. Donc, le lien de confiance, c'est pas comme, par exemple, avec votre coiffeuse où vous la voyez à chaque 2 semaines, 3 semaines, vous échangez, il y a un lien de confiance qui s'établit. Puis, donc, un syndic, tu le vois une fois. Là. Donc, tu n'as pas de relation de confiance au départ. Donc, ça fonctionne souvent par référence. L'avocat va nous référer un dossier parce qu'il nous fait confiance et son client va dire « OK, bien, si tu fais confiance à ce syndic-là, ben, on y va. » Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'un syndic, bien, généralement, on n'en voit pas. Là. Et puis là, comment ça se passe? Comment une entreprise détermine, OK, je fais faillite, c'est quoi les étapes? Bien, en fait, la loi sur la faillite, grosso modo, là, il y a 2 chemins. Soit la faillite, comme on dit, donc on réalise les actifs, on vend les biens, et puis on partage
le produit des ventes, donc aux créanciers par une ordre de colocation. Donc, il y a des créanciers garantis, il y a des créanciers prioritaires. Le syndic, lui, vend les biens puis redistribue en fonction de cet ordre-là. Donc ça, c'est la faillite. C'est quand même assez connu, on va se dire. Il y a un autre aspect qui est les propositions. Ça, en fait, les propositions, c'est une restructuration. Donc, il n'y a pas de faillite. On réaménage le service de la dette en fonction généralement des actifs. On fait une offre à nos créanciers et après ça, on repart avec un bilan pratiquement nettoyé. OK, donc, par exemple, dans ce cas-là, j'aurais des dettes et vous allez m'accompagner à comme diminuer mes dettes auprès de ces personnes. En fonction de la valeur de l'entreprise. C'est ça. Généralement, on regarde les actifs parce que quand il y a un prêteur qui vous fait un prêt, généralement, va prendre en garantie certains actifs, les équipements, l'inventaire, les comptes à recevoir. Donc, on fait une évaluation de ces actifs-là pour ensuite dire, OK, bien, gars, voici ce que ça vaut réellement. Parce que dans les comptes à recevoir, notamment, il y a des mauvaises créances. Donc, ce n'est pas le plein montant tout le temps qui est là. Dans l'inventaire, on a souvent des inventaires désuets. Donc, même si on a, par exemple, 250 000 à notre bilan d'inventaire, bien, en vente, ça vaut peut-être 100 000, ça vaut peut-être 50 000. Il y a de l'inventaire désuet que, généralement, les entrepreneurs laissent dans leur livre, mais ça ne vaut pas 100 % Donc, suite à cette évaluation-là, bien, c'est là qu'on va faire une offre aux créanciers. Est-ce qu'il y a un moment dans une vie où un entrepreneur, bien, une entreprise se doit de faire faillite? Y a-tu un montant de dette ou de quelque chose que tu atteins que c'est comme, OK, là? Ben oui et non. Tu sais, en fait, la faillite ou la restructuration, c'est... tu sais, c'est comme... Je compare souvent ça, mettons, à un psychologue. Puis d'ailleurs, je voulais faire un petit parallèle avec ça. À l'époque, puis là, ça fait une couple d'années, tu sais, parler d'une dépression, d'un psychologue, tu sais, c'était vraiment tabou, là. Oui. Là, il y a eu la pandémie. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de maladies mentales, là, tu sais, que c'est ça. Puis là, ben, on dirait que c'est rendu un sujet normal, là, tu sais, il n'y a pas de... Donc, j'aimerais ça que ça soit la même chose avec la loi sur la faillite, puis, tu sais, les syndics. Puis peut-être c'est le départ avec ce balado-là aussi. Certainement. Ben oui, tellement. Mais c'est vrai que maintenant, tu sais, les clientes, mettons, au salon, vont dire « Ah, ma psy me dit ça. » C'est quasiment à mode d'avoir une psy. Là. Mais Ça te clairement à mode d'avoir une à mode. Mais là, comme... ou un coach ou un mentor Oui. qui nous... Mais là, 5-10 ans, ben c'était beaucoup moins répandu ou fréquent. En tout cas, les gens, c'était tabou. C'était tabou à l'époque. Donc, pour en revenir à la question, c'était quoi déjà? Le début d'une entreprise. Quand est-ce qu'une entreprise... Es-tu obligée de déclarer faillite? Y a-t-il une situation dans laquelle on vient obligé? Bien, nous, ce qu'on recommande à nos clients ou à nos référenceurs, c'est de dire apportez-nous les gens avant qu'il soit trop tard. Là, c'est facile à dire, mais c'est quand ça? Mais quand on a déjà des petits signes, puis là, les signes, on peut en reparler plus tard, mais quand il y a certains signes, c'est de dire oh, peut-être que ça va bien, mais je vais aller consulter. Chez Raymond Chabot, la consultation est gratuite. Donc, tu sais, on fait un check-up, puis si tout est beau, mais consulter en amont, ça nous donne plus de stratégies, plus de possibilités pour aligner. Des fois, moi, j'ai des gens qui m'appellent « Ah, Yannick, pas certain, tout ça. » Je regarde, non, fais attention à ça. Évidemment, tu sais, vous êtes les deux entrepreneurs, tu dois avoir certains indicateurs dans l'entreprise qui disent « OK, est-ce que ça va bien? Non. » Puis, tu sais, pour réagir. Mais consulter un syndic qui a une connaissance quand même, oui, de la loi sur la faillite, mais d'un paquet d'autres lois, ça peut être très intéressant. Mais moi, je trouve ça vraiment mêlant parce que j'ai vécu des discours tellement différents, autant dans mon financement que dans ma gestion de finances, que, mettons, moi, dernièrement, je pensais que ça allait vraiment mal. Je rencontre quelqu'un, ça va super bien. Mais moi, je suis une personne qui vit pas bien avec les dettes. Fait que là, mais tu sais, tout se rembourse bien, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a une notion de risque qui est propre à chacun. Je trouve ça vraiment mêlant de savoir quand est-ce que tu as trop de dettes, parce qu'il y a des gens qui disent que d'avoir des dettes, c'est vraiment bon. Il y a des gens qui disent que d'avoir pas de dettes, c'est vraiment bon aussi. Mais je pense qu'on pourrait, tu me diras ce que tu en penses, mais plonger tout de suite dans les signes, mettons, les indicateurs classiques. Bien, dans les indicateurs, en fait, nous, on le sépare en 3 catégories. Il y a les signaux qu'on appelle externes. Donc, un entrepreneur là, n'a aucun contrôle ou très peu de contrôle. On peut juste essayer de s'ajuster. Dans ça, parmi ça, on a, mettons, l'industrie ou la technologie. Donc, certaines industries, on peut parler du taxi. Quand Uber est arrivé, ça l'a chamboulé un peu la technologie, mais le commerce en ligne. Avec la pandémie, les entrepreneurs qui n'étaient pas
en ligne, où il n'y avait pas de site, de plateforme pour la transaction en ligne, ben, ils ont eu de la difficulté. Donc, ça, c'est l'industrie technologique. Ça dépend de l'évolution de l'industrie. Après ça, ben, il y a la disponibilité de la main-d'œuvre. Personne ne contrôle ça. Si toi, tu n'as pas de gens qui viennent travailler le matin ou tu as de la misère à recruter, ben, on ne peut pas contrôler ça. Il y a aussi la conjoncture économique. On ne contrôle pas l'économie, on ne contrôle pas les taux d'intérêt, on ne contrôle pas les subventions. Donc, les entreprises qui ont, par exemple, beaucoup de subventions, ben, sont à un changement de loi d'avoir de la difficulté. Mais ils ne contrôlent pas. Et finalement, ça paraît un petit peu drôle, mais il y a les changements climatiques. Hein? On ne contrôle pas. Mais je vais vous donner un exemple. Les stations de ski. Ben, cet hiver, je ne sais pas dans votre coin, mais il n'y a pas eu beaucoup de neige. Non. Mais la station de ski, elle, ben, doit diversifier ses revenus, tout ça, doit quand même opérer et générer des revenus. Moi, quand j'étais jeune, je m'en rappelle, à Trois-Rivières, il y avait peut-être 2-3 stations de ski. Quand il y avait des hivers pas de neige, ben, le domaine skiable, on voyait ça à la télé, il y avait 1 piste, 2 pistes, il n'y en avait pas beaucoup. Là, cette année, ça m'a même surpris. Même avant les fêtes, il y avait très peu de neige. Le domaine skiable était quasiment 100% partout. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont équipés. Ils sont équipés de canons à neige. Ouais. Fait que là, avant même qu'il y ait la première neige, les pistes sont remplies de neige. Donc, eux ont su s'adapter. Donc, mais les changements climatiques, c'est un facteur externe. Mais ces entrepreneurs-là ont innové, les canons à neige. Puis il y a probablement d'autres innovations qui ont suivi par la suite. Mais ce que je veux dire, ça, c'est un bon exemple qu'il faut s'adapter. Donc, ça, c'est les signes externes. On ne contrôle pas. Ensuite, il y a les signes que j'appelle internes, donc propres à l'entreprise. Notamment la croissance de revenus. Vous allez me dire, oui, mais Yannick, quand une entreprise croît et a beaucoup de revenus, c'est positif, oui, mais il faut savoir gérer sa croissance. On a déjà fait beaucoup de dossiers où l'entrepreneur reçoit un gros contrat, mais de plusieurs millions. Donc, pour pouvoir livrer ce contrat-là, achète de nouveaux équipements, donc s'équipe en équipement, mais pas nécessairement en staff, pas nécessairement en comptabilité, dans son staff de comptabilité. Donc là, le contrat, ça va bien. Après 3-4 ans, fini. Oups! Mais là, je fais quoi avec tous les équipements que j'ai achetés? Là? Ça ne marche plus. Là. Donc ça, ben, ça arrive. Une croissance de revenus, mais malheureusement, on a dû restructurer sa dette en proposition, justement, pour dire, OK, mais là, j'ai trop d'équipements, je ne suis plus capable de payer. Donc, on enlève des équipements. La baisse de revenus, ben ça, quand ton revenu baisse, ben oui, c'est un signe aussi. Il y a également tous les conflits en actionnaires. Puis ces temps-ci, il y en a quand même pas mal, des conflits entre actionnaires, administrateurs, qui font en sorte que, bon, quand il y a des conflits entre des gens, l'attention est plus portée sur ces conflits-là que sur les opérations. Donc, inévitablement, l'entreprise subit les contre-coups. Il y a le taux de roulement. La culture d'une entreprise, généralement, c'est axé sur le service à la clientèle, les employés. Donc, quand les employés tournent, ben oui, ça peut être un signe avant-coureur d'une insolvabilité. Les startups, pas start-up le podcast, mais les startups. Ouais, c'est ça, là! Ça, ce qu'on voit généralement, puis, tu sais, un entrepreneur, c'est émotif, puis, tu sais, ça veut bien faire toutes les choses. Tu sais, ça veut... Puis moi, ce que je vois souvent, c'est des améliorations locatives. Savez-vous, c'est quoi les améliorations locatives? Oui, mais tu peux l'expliquer pour mettre... Tu sais, dans le fond, je me pars, on va dire un restaurant ou un café, tiens, un café. Je loue un local, donc j'ai un bail avec le propriétaire. Mais là, moi, je veux me démarquer. Et je veux que mon café soit le plus beau en ville. Donc, j'ai des beaux livres comme ça, des beaux cadres, tu sais, j'en mets. Mais généralement, les améliorations locatives, c'est pris après le bâtiment. Ça appartient au local. Donc, les gens mettent beaucoup d'argent là-dessus. Puis oui, on veut se différencier. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais, mais en réalité, ces argents-là qui sont dépensés là-dessus, à la fin, ça ne vaut rien. Parce que c'est pas un... Oui, c'est un actif dans le bilan, mais tu ne peux pas vendre ça, ton comptoir qui est pris dans la base. Tu ne peux pas le vendre. Donc, on voit souvent les startups prendre leurs prêts, mettre beaucoup là-dessus, ce qui n'est pas mauvais, parce que oui, il faut se différencier, mais il y a beaucoup d'insolvabilité qui est causée par ça.
C'est comme un tellement faux intéressant. actif, dans Ben le fond. oui. Exact. Parce que si t'es pas propriétaire, Si t'es pas propriétaire, mais t'en vas, à la là. fin du bail, ben, c'est le propriétaire qui va en profiter. Tu sais. Puis, lui, il va souhaiter louer à un autre café, Ben qui est celui-là va pouvoir profiter de tout l'aménagement et lui, il va monter son loyer. Donc, c'est effectivement un faux actif, si on peut dire. Il y a aussi l'intégration d'un système ERP. J'ai déjà vu beaucoup de clients qui se lancent, puis, tu sais, il y en a plusieurs, là, puis on les nommera pas, mais il y a plusieurs systèmes comptables ou de vente. Mais une petite PME prend le ERP, là, qui coûte des milliers de dollars, soit en intégration et en coût de licence, pas capable de l'intégrer, peu le budget. Fait que là, tout se met à planter à partir de là. Est-ce qu'on peut démystifier c'est quoi un ERP? Parce que moi, je pense que j'en ai un, mais je suis pas sûre que c'est ça. Ben, ou c'est un CRM. C'est quoi la différence? Ben, ça se ressemble, mais dans OK. le fond, l'ERP, c'est le système qui va te permettre de gérer ton entreprise. Soit les OK. contacts, les ventes, les transactions, ta comptabilité. Tu sais, ça regroupe tout ça. OK. Et donc, tu sais, il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a des... Il faut savoir s'adapter en fonction du chiffre d'affaires puis du contexte de ton entreprise. Donc ça, c'est un signe. Donc là, on était dans les... Dans les signes Internes. internes que ton entreprise... Il y a peut aussi être moins bien. la production, je laisse ça dans l'interne aussi, la production de documents financiers. Tu sais, un état financier, ben dans le fond, moi, je compare souvent ça à un bulletin. Quand on était jeune, on avait hâte, quand on savait qu'on avait bien travaillé, qu'on avait bien réussi, on avait hâte que le bulletin sorte pour nous le montrer à nos parents. Gars, j'ai bien. Ben, un état financier, c'est la même chose. C'est tes résultats du mois, du trimestre, de l'année, peu importe. Donc, quand il y a des retards, puis moi, dans mon domaine, j'en vois, fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, les états financiers sont même pas sortis. Donc ça, pour moi, c'est un signe. L'entrepreneur n'est pas fier de ses résultats. S'il était fier, il sortirait, puis il les transmettrait à son banquier pour dire, gars, voici mes résultats, voici mon bulletin. Donc, la production de documents comptables, le retard, ça peut être un signe. Donc, ça, c'est à peu près l'interne. Ça fait le tour. Puis, j'ai une question qui sort un peu de ça. Mais là, tu as parlé de start-up, de plus petites entreprises. Ben, quoi que ça concerne tant les grandes entreprises. Mais est-ce que tu penses que les subventions que les entreprises ont eues à travers la COVID, ça a été un peu un couteau à double tranchant ou tu penses que c'était réellement très bénéfique pour les entrepreneurs? On peut parler un peu de statistiques. Allons-y. Ouais. En moyenne, au Québec, pré-pandémie, en termes d'entreprise, il y avait peut-être 2000-2100 dossiers d'insolvabilité, tant faillite que proposition ensemble. 2100. Durant la pandémie, donc 20, 21, même 22, ça a chuté à 1500, 1600 dossiers. Donc, 500 à 600 dossiers de moins par année, sur 3 ans. Donc là, il y a eu un retard. Là, actuellement, ce qu'on voit, c'est que l'an dernier, il y a eu environ 2800 dossiers d'entreprise. 2800. Donc, on a rattrapé un peu le volume de pré-pandémie, mais on a accusé un retard de 500-600 par année. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, oui, il y a plusieurs dossiers, parce que probablement que, comme tu as dit, Chloé, il y aurait eu des entreprises qui auraient déjà fait faillite ou une proposition, peu importe, même si la pandémie n'était pas arrivée. Là, il y a eu les subventions, les prêts. D'ailleurs, avez-vous une idée combien ça a coûté tout ça, ces prêts-là, la QEC, prêts, salaire, loyer, tout ça ensemble? Des billions. Des billions, c'est en anglais. Non. Des milliards. Millions, milliards? Milliards. Ça a coûté tout ça, approximativement 160 milliards. Mais là, Mais ça nous a-tu sauvé en quelque part? Ben, 160 milliards, c'est quoi? Parce que, tu sais, on est habitué, puis on voit à la télé, tu sais, des milliards, on dirait là, qu'il y en a de partout. Mais 160 milliards, j'ai regardé parce que je voulais que ça frappe un peu plus, qu'il y ait un peu plus un punch. 160 milliards, c'était la dette nette du Québec en 2010. Donc, en 2010, le Québec avait 160 milliards de dette nette. Mais là, on dit qu'en 3 ans, on a prêté, puis une chance qu'on l'a fait. Oui. Mais ça a coûté 160 milliards, ces programmes-là. Donc, comme tu disais, Chloé, oui, ça l'a aidé beaucoup d'entreprises, mais il y en a d'autres que ça a juste fait étirer le temps, puis c'est ce qu'on voit actuellement, que malheureusement, ils font faillite quand même. C'est comme si on a pesé sur pause. On a pesé sur pause
en donnant de l'argent. C'est ça. En aidant, en donnant. En aidant, Je pense même qu'il y a des entreprises qui allaient pas particulièrement bien, qui en ont profité. Puis là, c'est sûr qu'ils se sont retrouvés cette année à pas être capables de rembourser ça. Tu sais, si t'es un café qui roule déjà pas, tu prends 60 000, tu l'investis dans des choses qui vont même pas te rapporter de l'argent, t'auras pas plus d'argent. Genre des améliorations locatives. Non, mais tu sais, on est en situation de crise. Donc, c'est important. Il y a eu beaucoup d'argent. Puis il y en a beaucoup qui en sont ressortis gagnants de ça. Donc, tu sais, là, évidemment, on parle de faillite. Donc, nous, on parle un peu des cas qui ont moins bien été. Mais oui, ça a été un programme très coûteux. Et là, on a le retour un peu du balancier. Au niveau consommateur, parce que chez Raymond Chabot, évidemment, on a le volet corporatif d'entreprises, mais on a également le volet consommateur qui est les faillites et les propositions de particuliers, par exemple. Ça, avant la pandémie, on parlait de 40 000 faillites, propositions cumulées par année au Québec. Durant la pandémie, ça a diminué à 25 000. Ah ouais. Donc, mais ça, on se rappellera de la fameuse PCU. Il y a eu beaucoup de choses aussi. Là, on est rendu à peu près sur un rythme de 30 000, 32 000 faillites, propositions encore, par année au Québec. Donc, on n'a pas rattrapé le rythme d'avant la pandémie. Ce qui s'explique un peu par... Tu sais, le taux de chômage au Québec est très bas. C'est pratiquement le plein emploi. Donc, il y a beaucoup d'emplois. L'économie, quand même, tourne quand même assez bien. C'est plein d'emplois. Ça fonctionne. Donc, au niveau consommateur, il y a très peu de... très peu. Il y a moins de... On n'a pas retrouvé le volume d'avant-pandémie. Puis, bien qu'en ce moment, on ne soit pas en récession, là, je ne ferai pas des statements de ce genre-là, on s'entend pour dire que ça se dit beaucoup que l'économie va moins bien. Alors, toi, t'en penses quoi de ça? C'est-tu vrai ou pas tant? Pas économiste. Non. Mais moi, ce que je vois, c'est sûr que dans les médias, dans les journaux, on voit souvent, les faillites ont augmenté de 150 %. Mais tu sais, on vient de dire qu'il était vraiment un creux. Tu sais, souvent, la comparaison de pourcentage est en fonction de l'année d'avant. Donc, oui, effectivement. Comme à la bourse. Effectivement, ça a beaucoup augmenté par rapport à l'année passée, mais on était trop bas l'année passée. Donc, moi, l'économie, je vois pas nécessairement de signal, désastreux. Des entreprises en difficulté, on en voit, oui, mais on en voyait avant aussi. Et de 2008 à 2020, on était dans une croissance. On a été 12 ans pratiquement en croissance. Puis il y avait des dossiers d'insolvabilité. Là. Donc, j'en vois pas plus. Oui, j'en vois plus parce que, ce qu'on vient de dire tantôt, là, les fameux prêts qui ont été exigibles, puis tout ça. Mais nonobstant ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas plus de dossiers que la normale. Fait que les médias amplifient quand même la situation, là. Ou ils nous font peur avec ça, ou tu sais, Mais la statistique est vraie. Il y en a vraiment plus, mais si tu on compares... n'avait pas dans les 3 dernières années, ou beaucoup moins, en raison des subventions, tout ça. Donc, c'est vrai, mais il faut je pense, il faut... Comme tu dis, c'est le retour du balancier. Exactement. Exact. Puis, je suis curieuse de savoir, j'ai l'impression que j'ai tendance à associer la faillite à une plus petite entreprise, un peu mal gérée, un peu broche à foin, mais je pense que c'est faux et je crois, en fait, j'ai vu des très grandes entreprises faire faillite. Fait que peux-tu nous faire un peu le parallèle, nous mettre en perspective? C'est-tu quand même égal les proportions ou c'est plus concerné par la petite ou la grande entreprise, les faillites? Puis la différence entre les deux, pour moi, il n'y a pas de différence entre la petite ou la moyenne ou la grande. Il faut comprendre, puis... même tout le monde, on est humain. On aime ça, avoir comme des émissions, des épisodes. On aime ça voir des histoires à succès. La personne est partie très basse, puis tout d'un coup, elle a parti son entreprise dans son garage. On entend souvent ça. Puis là, succès retentissant, puis elle a mis beaucoup d'argent. Un entrepreneur qui fait face à l'insolvabilité, lui, on lui donne moins de crédit. Parce que c'est pas dans les mœurs. Là, on aime ça, nous, voir des histoires à succès, mais la personne qui a des difficultés financières, l'entrepreneur, là, c'est tout aussi louable que celui qui a du succès. Puis même, lui qui a des difficultés, il a probablement travaillé même plus. Parce que composer avec des problèmes financiers, là, ça peut occasionner des problèmes familiaux, des problèmes de santé. On en parlait tantôt des dépressions. Ces gens-là mettent beaucoup d'argent personnel. On en parlera tantôt. Mais tu prends de l'argent, tes poches, puis là, des fois, tu as du love money.
Donc, ces gens-là bûchent, se prennent pas de salaire dans leur entreprise. Finalement, ben, des fois, oui, il y a une insolvabilité puis il y a une faillite qui en découle, mais c'est tout à l'honneur de ces entrepreneurs-là de continuer de se retrousser les manches. On n'en parle pas assez, mais c'est pas parce que tu fais faillite que tu es un bon à rien et tout ça. Des fois, tu as mal été entouré, mais on donne pas assez de crédit à ces gens-là qui, sans eux, tu sais, le Québec a 250 000 à peu près PME. C'est eux qui font tourner l'économie au Québec. Donc, justement, que tu sois bon ou moins bon, ben, moins bon dans le sens, tu as des bad luck, tout ça, mais il faut encourager ces gens-là quand même. Puis, il ne faut pas que ça soit un sujet tabou. Je suis d'accord. Attends, c'est parce qu'il manque une catégorie, hein? Faut pas l'oublier, là. Quelle catégorie? Tu sais, il y avait les externes, internes, puis il y avait une autre troisième catégorie, je pense, sur Les financiers. signes. Ah, Tabarouette. Excuse-moi, hey, c'est rare que c'est moi qui structure dans ma tête, là, comme... On dirait que ça me on retourne en On arrière. retourne en arrière. Il faut pas oublier la troisième catégorie. Ben, financier, en fait, c'est tout ce qui est ratio ou indicateur de performance. Tu sais, des fois, puis notamment dans vos conventions de banque, par exemple, le banquier exige certains ratios, ton fonds de roulement, ta couverture de dette. Bon, ben, c'est ça. C'est ces indicateurs-là qui pourraient dire, oups, ben, gars, je respecte pas ces ratios-là. Des indicateurs de performance à l'interne que tu pourrais établir. Calcul de rentabilité, le prix de revient. Donc, ces indicateurs-là, quand on voit que ça fonctionne pas, ben c'est là où qu'on peut dire c'est des signes. Puis, effectivement, Camille, merci de nous ramener à l'ordre. Oui, écoute, je savais même pas de quoi tu parlais. Je pensais Moi, que je je croyais aux fière, là. questions. C'est jamais moi qui paye à l'ordre, là. Mais quand on parle de signes, là, on en parlait, c'est normal d'avoir des signes. On en a nommé un paquet. C'est normal qu'on a, toutes les entreprises en ont. Mais c'est quand on en cumule 5, 6, 7, 8, wow, là, on dit, OK, attends un peu, j'en ai pas mal, là. Je vais aller consulter soit son comptable, un avocat ou un syndic pour dire, OK, est-ce que je suis bien aligné, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Mais justement, parlant de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, quels sont les moyens de s'en sortir quand on réalise que la soupe est un peu chaude? Là? Quand la soupe est un peu chaude, moi, mes clients, quand ils viennent me voir, je leur pose une question. Ben, j'en pose plus, mais la première, disons. Mais je leur demande c'est quoi leur intérêt. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Parce que, comme je disais tantôt, les gens viennent nous voir probablement trop tard. Ou en tout cas, du moins pas en avance. Donc, quand ils viennent nous voir, c'est souvent des gens qui sont exténués, qui ont plus de ressources financières, tant au niveau familial là, que love money, peu importe. Donc, ils sont vraiment à bout, puis même des fois des problèmes de santé. Donc, je leur demande, est-ce que tu es prêt à continuer? Tu sais, un syndic, ça trouve des solutions. Des solutions, moi, je peux t'en trouver n'importe quand. Sauf que ça dépend de toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie. Puis des fois, il y en a qui disent, Yannick, plus d'énergie. Puis je suis plus capable. Donc, c'est là qu'on va se diriger plus vers une faillite. Mais lorsque la personne a encore l'énergie, peut avoir certaines ressources financières, bien là, il y a un paquet de possibilités. Mais on va se le dire, on ne se cachera pas. Passer par un processus de restructuration, bien, c'est sûr que c'est pas simple, puis ça demande beaucoup d'énergie. Puis c'est pour ça que je demande toujours comme première question. Mais après ça, il y a un paquet de possibilités. On peut résilier des baux, on peut faire comme je dis, on nettoie le bilan, on négocie avec les créanciers. Tu sais, en fait, une entreprise, là, c'est un regroupement d'un paquet de partenaires financiers, à commencer par les banquiers. On a les fournisseurs, puis évidemment, on a les actionnaires, tout ça. Donc, plus qu'on est transparent avec tous ces intervenants-là, plus qu'une restructuration peut bien se comporter. Est-ce qu'ils sont réceptifs, en général, les gens? Les gens, les créanciers? Les créanciers, pardon, oui. Ouais. Ben, oui, parce que dans chacune des banques et institutions financières, il y a un département qui s'appelle les comptes spéciaux. Donc, ces comptes spéciaux-là, bon, c'est des prêts à risque, évidemment, mais ces gens-là sont là pour aider et accompagner justement l'entrepreneur dans cette situation de crise qu'on va appeler. Donc, ils parlent le même langage, ils comprennent votre situation. Donc, tu parlais de réceptivité, oui, ils sont là. Puis c'est pour ça qu'on doit justement les mettre dans le processus quand même assez rapidement.
Mais là, mettons, moi, je m'assois devant toi, tu lis, là, tu plonges dans mes finances, ou peu importe, tu lis mes états financiers, tu checkes ces affaires-là, puis je te dis, oui, là, Yannick, moi, je veux continuer, mais tu regardes ça, puis tu te dis, parce que toi, t'es pas une bonne gestionnaire, là, ça marche pas, là, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, parce que je comprends qu'ils ont un mérite, ces personnes-là, puis, c'est des personnes dévouées, mais il y en a aussi qui font faillite parce qu'ils crossent du monde, désolé de mon mauvais mot, mais tu sais, qui profitent des gens, tout ça. Est-ce que tu peux poser un jugement, puis dire, moi, je peux pas t'aider, ou... C'est ça, on va se le dire, c'est quand même les exceptions. OK. Tu sais, les gens malhonnêtes. Tu sais, la loi est là pour les gens honnêtes. Là, les gens malhonnêtes, ben des fois, tu sais, moi, tantôt, je disais que je suis quand même humain, empathique, puis je suis assez, côté pratique, assez développé, mais je suis quand même aussi direct. Donc, tu sais, quand je vois qu'il n'y aura pas de résultat ou que, tu sais, moi, je sais que passer, par exemple, au travers d'une restructuration, ça demande beaucoup de temps, d'argent, puis tout ça. Ben, moi, je vais te dire, écoute, je pense que je crois pas, mais la décision te revient. Mais sache, voici ce qui t'attend, ça, et tu devras corriger tes lacunes, bon, comme on disait tantôt, de gestionnaire ou peu importe. Donc, on se doit d'être quand même direct parce que c'est un processus qui est pas facile, on va se le dire. Non? C'est sûr, ça doit être très difficile. Puis si c'est pas indiscret, comment est-ce que les syndics sont rémunérés? Ces personnes-là, ils peuvent pas vous payer ou ils peuvent, il y a des ententes? Ben, en fait, comment ça fonctionne? Je parlais tantôt en début qu'il y a un ordre de colocation. Donc, l'ordre de colocation, c'est à qui va l'argent en premier, grosso modo. Oui. Donc, généralement, lorsqu'il y a une liquidation, le syndic va s'entendre avec ses créanciers-là pour dire, OK, si je liquide, si je vends les actifs, bien, avant de te donner cet argent-là, est-ce que je peux me prendre mes honoraires puis mes débourser justement pour réaliser ces biens-là? Qui, dans tous les cas, ce créancier-là, si demain matin avait voulu réaliser ses biens, bien, aurait dû quand même passer par un avocat, intenter ses recours. Donc, ça lui aurait coûté quand même certaines sommes pour réaliser les biens. Donc, ça revient quasiment du pareil au même. OK, fait que ça se balance. Exact. OK, bien, c'est à l'avantage de la personne qui fait faillite quand même d'être accompagnée parce que vous allez l'aider à résoudre ces enjeux. Puis, comment on peut prévenir ces enjeux-là? Parce que moi, ma grande perception, mon questionnement de la faillite, c'est de me dire, bon, tout le monde qui se lance en entrepreneuriat, il y en a 1001 personnes qui se lancent. Est-ce qu'on devrait plus considérer la faillite quand on se lance ou non, c'est correct de pas tant y penser parce qu'on en a parlé, là, c'est tabou, c'est comme on n'ose pas. On se met la tête dans le sable, on pense. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on se met trop la tête dans le sable? C'est bien dit. Oui. Dans le fond, faut pas considérer la faillite parce que quand on se part en affaires, on voit grand, on voit gros. Les trucs, c'est, tu sais, pour un peu répondre à ta première question, c'est, il faut avoir un bon plan d'affaires et s'entourer des bonnes personnes. Donc, en commençant, tu sais, quelqu'un, puis généralement des gens peut-être un peu plus âgés ou du moins qui ont un peu plus d'expérience pour apprendre de ses erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs. Donc, être bien entouré, ça va nous aider à peut-être éviter d'aller dans une situation comme ça. Et moi, je vois quand même un changement parce que, bon, on fait beaucoup de dossiers par année. Et depuis un certain temps, les gens qui ont soit fait une proposition ou une faillite, tu sais, un entrepreneur, là, ça va rester toujours un entrepreneur. Donc, tu fasses une faillite, une restructuration, il va avoir un autre projet à un moment donné, puis il va repartir. Donc, tu sais, avant de repartir, j'ai souvent dit « Hey, Yannick, qu'est-ce que tu en penses de ça? » Donc, un syndic peut très bien, on n'est pas des conseillers juridiques, rien, mais on en voit tellement, puis on voit tellement les signes puis les petites erreurs que mes clients m'appellent et disent « Ah, Yannick, qu'est-ce que tu en penses? J'ai un nouveau projet, j'aimerais ça faire ça. » Brainstorm pendant 15-20 minutes, puis c'est reparti. Donc, s'entourer de gens, je dirais, la meilleure réponse. Ben, ça fait du sens. Vraiment. Puis une restructuration, tu sais, tu parles que c'est un processus difficile, que c'est intense. Ça ressemble à quoi, une restructuration? Ben, en fait, tu sais, je parlais tantôt qu'on fait une offre aux créanciers. Ouais. Généralement, on n'offre pas 100% de leur créance. Ça peut aller de 0 à 100, mais généralement, c'est 10%, 15%. Mais là, quand tu vas voir ton fournisseur, tu dis, OK, ta créance de 150 000, là, ben, je vais te régler, mais pour 15 000. Mais ce 150 000-là, cet entrepreneur-là, ben, c'est une PME aussi, là. Donc, lui, il va avoir une perte, là, solide. Donc, ça peut créer, puis là, des fournisseurs, mais t'en as pas juste un, t'en as peut-être 50. Puis tu as ton banquier après qui va te... Donc, c'est difficile parce que le jour 1, après ta proposition, ben, ce même fournisseur-là va dire, OK, je suis prêt à travailler avec toi, tu vas être mon meilleur client.
mais à chaque fois que je vais te livrer quelque chose, tu vas me payer, par exemple. Je te ferai plus de crédit. Donc là, ça vient difficile sur le cash flow parce que faut que tout le temps tu payes upfront ou à la livraison, faisant en sorte que tu dois resserrer toi-même tes politiques au niveau de tes recevables parce que si tu dois payer à la livraison, là, l'argent, puis lorsque tu as passé au travers le processus de restructuration, tu n'en as plus d'argent. Tu n'en as plus. Donc, soit que tu trouves un investisseur. Donc, tu sais, c'est compliqué dans ce niveau-là. C'est plus émotif. C'est émotif aussi. Au niveau de la restructuration, tu sais, puis c'est des ententes, c'est très humain, en fait. C'est la confiance que tu bâtis. Tout à fait. C'est 100% de recréer une relation, là. C'est une relation de confiance, mais dans 95% des cas, là, tous les fournisseurs comprennent. Parce qu'une PME, tu sais, tout le monde vit là-dedans, dans ce monde-là. Donc, des faillites, des propositions, on en voit, il y en a, puis peut-être un jour, ça sera lui. Donc, il y a quand même une solidarité, mais le fournisseur ne doit pas se faire prendre 2 fois, par exemple. Donc, c'est tout à fait normal qu'il demande soit des avances ou un paiement à la livraison. Puis, généralement, on a un peu moins parlé, mais faillite ou proposition, ça l'enclenche généralement un volet personnel aussi. Parce que les institutions, un prêteur, tout ça, demandent souvent des cautionnements. Donc, si on met en faillite, ben, le recours est rendu personnel. Donc, ça l'entraîne aussi un volet personnel généralement. On va venir en parler dans pas long. Ah, OK. Mais non, mais c'est parfait. Puis tu t'expliques ça, puis ça me fait un peu penser à il y a quelques mois déjà. Maintenant, on a reçu Juliette Brun, qui était la fondatrice, propriétaire de Juliette et Chocolat, épisode 10 d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, qui est venue nous parler en fait de sa faillite, mais elle nous mentionnait ça en fait, que ils ont fait faillite et là, ils ont réouvert. Là, il y a des succursales qui ont recommencé à ouvrir. Donc, est-ce que ça, ils ont fait faillite puis ils se relancent ou ils ont fait une restructuration? Parce qu'elle nous parlait du fait que ses fournisseurs, ils la reprennent, elle repart avec eux-mêmes en général. Le cas spécifique, je le connais pas, mais est-ce qu'elle avait mentionné qu'elle avait fait une faillite? Ben, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'on a parlé. Il faudrait réécouter l'épisode 10. Ben, on a parlé de faillite tout le long, là. C'est vraiment le mot employé. Mais si c'est une faillite, ben oui, tu sais, il y a une structure corporative. Bon, elle a fait faillite. J'ignore qui étaient les administrateurs, les actionnaires, là, je connais pas le cas. Mais, tu sais, demain matin, rien n'empêche son conjoint, son ami de dire « OK, ben gars, on reprend ça, on rachète les équipements, l'emplacement, on signe un nouveau bail avec une nouvelle coquille, une nouvelle entreprise, puis on repart. » Puis là, ben les fournisseurs, gars, je me suis reparti. Donc, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Il y a quand même une solidarité. Puis ah oui, je vais te faire confiance encore, mais je vais être payé à la livraison, ou du moins, je ne perdrai pas une deuxième fois. Donc, il y a ce modèle-là aussi, puis on le voit quand même assez fréquemment. Là, vous allez vous vous promenez dans la rue, puis il y a un restaurant qui est fermé avec un certain nom, puis la semaine d'après, c'est le même nom, mais c'est inscrit 2024. Ou peu importe. Ouais. Là, donc, c'est tout ce qu'on appelle, oui, il y a une nouvelle compagnie qui s'est créée dans les mêmes activités. L'entrepreneur a racheté des actifs, que ce soit le même ou non, puis il a reparti la business. Fait que c'est des fonds qui viennent d'ailleurs, finalement. Exact. Ah, tout à fait. Parce que généralement, comme je disais tantôt, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Exact. Mais justement, quelle tâche ça laisse à son dossier, tant professionnel que personnel, la faillite? Bien, au niveau corporatif, une faillite ou une proposition, l'impact est quand même, j'en allais dire négligeable, mais plus faible, je dirais. Il y a certains secteurs, notamment la construction, où il y a une licence RBQ en faillite, bien, ça peut t'empêcher de réouvrir une nouvelle compagnie ou pas t'empêcher. Tu peux la réouvrir, mais pas en construction. Tu n'auras pas ta licence. Tout ce qui touche l'AMF, toutes les professions, notaires, avocats. Donc, une faillite d'une entreprise avec ce genre de personnes-là, ça peut avoir un impact. Mais sinon, dans les autres cas, un restaurant, tu fais une faillite, ben t'en repars un autre après. Si tu as de l'argent, il y a d'autres contraintes, mais il n'y a pas nécessairement d'impact. Okay. Ça, c'est au niveau entreprise. Au niveau personnel. Au niveau personnel, ben là, vous savez, une faillite, ça a un impact sur la cote de crédit, sur le score de crédit. Et là, ben tantôt, avec les maisons qui coûtent de plus en plus cher, ça va être difficile d'emprunter. Donc oui, au niveau personnel, il y a beaucoup, beaucoup d'impact financier, justement,
à une faillite ou une proposition personnelle. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est vrai, le fameux 7 ans? Oui, il y a une note au dossier de crédit qui reste environ 7 ans au dossier, comme quoi que tu as fait une faillite ou une proposition. Ouais. Ah, quand même, ça tue longtemps. Ben, ça dépend à quel âge tu fais faillite. Mettons, Ben- t'as 21 ans, puis t'arrives dans la trentaine, mais mettons, moi, live, je suis comme, tu veux pas, là, dans ta vie, Ben, avoir une tâche. Tu as pendant raison, 7 ans. parce que quand tu es jeune, tu as le temps de rebâtir ton crédit. Puis, tu sais, oui, il y a la cote de crédit qui est R7, R9, mais tu as également le score, là, le Beacon Score. Puis là, ça, c'est c'est deux affaires différentes? C'est deux affaires différentes. Tu as un score. Quand, OK. quand tu Ouais. sors ton dossier de crédit, application, tu là. vas être à 700, 500, 800, peu importe. Donc, les prêteurs se fient beaucoup à ce score-là. C'est sûr que quand tu fais une faillite, là, tu descends beaucoup. Mais si tu as un bon emploi, tu as certaines habitudes de paiement, tu as quelques petits prêts, ça peut quand même remonter. Je dirais pas rapidement, mais ça va remonter. Puis, tu ne seras pas condamné toute ta vie. Là. Mais moi, je suis accro à checker ma cote de crédit. Là. J'aime ça la voir monter, descendre. Puis à chaque fois que je fais une croissance du salon, elle descend. Puis là, mon but, c'est de la remonter parce que là, j'ai fait trop de demandes de prêts, etc. Mais c'est quoi l'autre affaire? Le T'sais, Beacon Score? Non, Le le Beacon Beacon Score? Score, c'est ça. Ben, c'est la cote. Puis C'est la l'autre, c'est cote. une note à ton dossier. Donc, ils disent, Exact. OK, ben ce particulier-là, par exemple, a fait une faillite. Donc, c'est catégorisé R9. Ça va rester 7 ans dans ton... La note disant que tu as fait une faillite va rester 7 ans dans ton dossier. Puis là, R9, c'est-tu comme il y a des codes pires que d'autres? Genre, Ben, R9, ça veut dire que tu as fait faillite. Ouais. Puis R7, ça veut dire que tu as restructuré ta dette et que tu l'as exécutée intégralement. Donc, tu as OK. fait une proposition, mais tu l'as respectée intégralement. C'est intéressant. Puis, est-ce que ça va affecter ton personnel de la même manière si tu es incorporé ou non? Est-ce que si, tu sais, mettons, Camille, elle a son centre de coiffure, elle fait faillite demain, ça n'arrivera pas, mais mettons, là, est-ce qu'ils pourraient venir saisir ses biens personnels ou ça touchera jamais ses biens personnels? Très bonne question, Chloé. Oui. Mythe ou réalité? Ah, j'adore! On parle des mythes et réalités. Mais, étonnamment, plusieurs personnes viennent me rencontrer, me disent, mais je me suis incorporé. Puis là, dans une incorporation, il y a malgré tout des responsabilités qu'on dit d'administrateur. Donc, si tu es administrateur d'une compagnie incorporée, tu vas être responsable de la TPS TVQ impayée, des déductions à la source, des salaires vacances, il y a quelques petits autres thèmes, mais les principaux, c'est ça. Et les gens viennent voir, mais Yannick, je me suis incorporé, je ne suis pas responsable de ça. Ben non, même si tu es incorporé, tu es responsable de tout ça, de ces dettes-là, en plus des cautionnements que tu as donnés. Peut-être, toi, Camille, quand tu as été chercher des prêts, tu disais, OK, je comprends, on te prête à la compagnie, mais peux-tu signer en bas de la page aussi? Advenant le coup où la compagnie ne paye pas, j'aimerais ça avoir une garantie additionnelle. Evol Financement est sur mes assurances-vie, là. Genre, legit, là. Comme Desjardins, Evol Financement. Non, il y a juste Evol Financement sur mes assurances-vie. Puis, ils m'ont même fait passer pour mes assurances-vie des tests de santé pour être sûr de m'accepter pour avoir mon prêt. Comme, je veux dire, ils ont littéralement regardé dans mon sang, genre, pour faire mon prêt d'entreprise. Fait que c'est pas vrai que t'es détaché, là. Ben- Puis moi, je suis incorporée et tout, mais, tu sais, honnêtement, c'est ça. Ben avant, j'avais plus de créanciers. Quand j'ai acheté, tu sais, ils se sont mis comme à 3-4. Mais là, j'en ai juste 2. Fait que là, je suis bien contente. Mais ces 2-là, ils prennent tout, là. Dans tous les contrats, je cautionne au personnel. Fait qu'ils pourraient Exact. saisir une maison, des choses comme ça ou non? Ben, mon bail aussi. Il faut que tu lises Le ton bail, contrat. effectivement. Mon bail aussi de... Très bon point, Camille, Oui. parce que Mon bail aussi, on c'est voit, vrai. puis très, très bon point, les gens aussi disent, OK, mais le bail, tu sais, un entrepreneur, quand il part un projet, tu es excité, puis tu sais, puis un bail, dépendamment lequel, là, mais il y en a qui, Là. puis il y en a qui sont assez épais. Ah, c'est épouvantable. Donc, il y a des pages peut-être qui se tournent un peu plus vite, puis tu dois signer là, tu signes, mais il y a beaucoup de baux qui sont cautionnés personnellement. Donc, advenant le cas où l'entreprise doit briser le bail, bien, le propriétaire a un recours personnel. Donc, ça peut venir assez important comme créance. Et qu'est-ce qu'on sait déjà? Ben, je voulais savoir à au quel personnel, point, à quel point Ah, ça au peut personnel. toucher Ben oui, quand t'es incorporé. une maison, est-ce que c'est saisissable? En pratique, moi, je pense que ça m'est jamais arrivé. là. Tu sais, je fais pas beaucoup de T'es Ah, personnel. c'était... Oui, je suis rassurée. Moi, Comme là, ça peur de la faillite. Mais moi, après, là, jamais j'ai failli, peur mais... des dettes. J'ai trop peur de ça. Tu sais, c'est ça. J'étais allée voir quelqu'un spécialisé en cash flow, puis j'étais comme, il est moins beau, puis là, il va falloir que je rembourse le gouvernement, puis tout. Puis finalement, ça va super bien. Tu sais, comme, on dirait que j'ai toujours peur à ça. Puis là, moi, je pars vite dans ma tête. Je suis comme, ils vont saisir la maison, mon amour. Ben, On la a maison- descendu de 4 Je suis comme- Ça pourrait, mais en pratique, on le voit pas. Ce qui est saisissable, c'est l'équité théorique qu'il y a sur la maison. Ah. Donc,
advenant le cas, on dit ta maison, elle vaut 500 000, mettons. Ouais. Tu as 400 000 d'hypothèque. Donc, tu as une équité de 100 000. Ce 100 000-là, advenant le cas où tu sois en position d'insolvabilité personnelle, ils vont dire, Camille, je comprends ta maison, tu veux la garder, on la veut pas. Sauf que le 100 000 d'équité, ben oui, tu dois le remettre parce que ça fait partie de ton, justement, d'un enrichissement que tu as eu qui est saisissable. Donc, ce 100 000-là, tu devrais avoir une entente pour le remettre. Donc là, tu grossis ton hypothèque? Tu remets un 100 000 sur l'hypothèque pour la remettre à 500 000? Non, mais ce qu'on fait dans ces cas-là, on fait une proposition personnelle où on dit on va offrir 100 000 sur 5 ans. On peut tirer la proposition sur 5 ans. Donc, on fait ces paiements-là tout en conservant la maison. Mais là, pour bien comprendre, il y a encore un truc que je ne saisis pas. Puis on va reprendre l'exemple de Camille parce que c'est facile, là, mais je suis désolée, mais moi, j'ai pas d'entreprise. On va brûler de la sauce, on n'envoie absolument rien dans l'univers aujourd'hui. Non, il y a un arc-en-ciel ce matin, notre tu me l'as dit, c'était bonne journée. Mais mettons que Camille a fait faillite avec son salon de coiffure, ça va-tu assurément venir l'impacter personnellement aussi ou pas assurément? Ça va dépendre. Là, avec tous mes contrats, oui. Ça te dérange pas, Camille, quand on parle de ton... Non, vraiment pas. Non? Pas du tout. Moi, je suis très libre ouvert. Mais moi, j'aime ça que les gens comprennent à quel point on prend des risques, par contre. C'est important que les gens sachent ça. Tout à fait. Mais pour revenir à l'exemple, supposons que tu as des grandes difficultés dans ton salon, puis tu dois faire faillite. Bon. Mais là, le syndic va arriver, va faire évaluer tes actifs. Tu as des actifs, tu as des équipements dans ton salon, un inventaire. Combien ça vaut? Peut-être qu'on va en avoir assez pour payer toutes tes dettes. Si c'est ça, t'es correct. Ça dépend de la dette aussi. Exact. Mais si on voit, oups, il en manque, ben là, les créanciers disent, OK, mais attends un peu, il m'en manque. Ah, j'ai un cautionnement. Hey, Camille, gars, tu nous dois encore 50 000, t'as signé, comment qu'on peut s'arranger? OK. Fait que, tu sais, ça y va, mais tu sais, on parle de ça, mais ça se fait quand même de manière très fluide. Là, puis je prône toujours la transparence, la communication avec les créanciers. Puis, tu sais, j'ai rarement vu des histoires d'horreur, puis, tu sais, j'en ai pas vu. Là. C'est ça, parce que ça peut aller quand même vite, parce que je pense juste à mon bail, là, j'étais à 1 an de mon bail, puis si, dans le fond, je rembourse pas, je suis cautionnée au personnel, je dois rembourser tout le reste du bail. Exact. C'est pas possible, si je fais faillite personnelle, de rembourser... Oui, c'est vraiment ça dans le contrat, là. Je dois rembourser mes 5 années, là. Oui. Fait que, tu sais, mais c'est sûr qu'il est inscrit, il y a des ententes mais, tu sais, advenant le cas, mettons, tu t'arrêtes aujourd'hui, puis, bon... Effectivement, dans le bail, c'est inscrit que tu dois les 5 prochaines années. Au perso. Exact. Mais le dommage réel du propriétaire, si lui, dans un mois, il reloue le local, ben là, ça ne sera pas 5 ans, ça va être un mois. Là, son dommage va être de 1 mois et non de 5 ans. Donc, faut comprendre ça aussi. Là. Il y a toujours moyen de moyenner. Puis, dans une très grande entreprise, là, c'est qui est tenu responsable s'il y a plusieurs associés, puis... c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire, associé? Ben, tu sais, je veux dire... Quand il y a un CA, mettons, puis qu'il y a plusieurs personnes qui siègent ou qui sont responsables, c'est sensiblement la même chose. T'sais, une grande entreprise, tu as un CA, tu as des administrateurs. Ces administrateurs-là vont être tout aussi responsables de la TPS, TVQ, déduction à la ressource et salaires impayés. Là. Donc, il n'y a pas de changement. Puis même, il faut faire attention parce que des fois, ce qu'on a déjà vu, c'est... tu as quelqu'un qui est dans les PME, là. Ah, il n'est pas administrateur, mais... prend certaines décisions d'affaires, signe des chèques. Il pourrait être reconnu de facto administrateur. Donc, même si légalement tu ne l'es pas, tu pourrais le devenir. Donc, il faut faire attention à cet aspect-là. Mais pour les grandes entreprises, il n'y a pas nécessairement de différence. Là. Fait que, non, tu sais, j'ai pas d'exemple. Au niveau du personnel, tu veux dire, genre? Oui, je veux dire, tu sais, mettons, on va dire une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 100 millions. Elle fait faillite demain, elle rembourse ce qu'elle peut. Après ça, je sais pas, on va dire là-dedans, il y a 4 associés. Ils ont tous 25 %. Ils vont, s'il y a des dettes, des responsabilités d'administrateurs, ils vont être... J'ai fait un dossier à un moment donné où il y avait 4 millions de déductions à la source, impayées. Déductions à la source, c'est... les sommes qui sont prélevées à même les payes d'employés. Là. Je serais incapable de dormir, on dirait. Et donc, puis il y avait 5 administrateurs dans cette compagnie-là. Non, mais à rembourser. Ben non, mais ils n'ont pas été capables. Okay. La compagnie a fait faillite. On n'a pas été capable de... Puis, les 5 administrateurs ont fait... Bon, je me rappelle plus si c'était une faillite ou je pense que c'était une proposition, mais quand même, pas le choix. Là. Donc, même si c'est gros, s'il y a certaines dettes qui ne sont pas payées pour lesquelles tu es responsable, il n'y aura pas de différence. Là. Il n'y en aura pas de différence. Non. On n'échappe pas à la loi. Mais généralement, Chloé, c'est que dans les très grandes entreprises, c'est que les cautionnements, c'est moins
il y en a, mais c'est moins fréquent parce que il y a beaucoup d'équipements. Tu as des millions en équipement. Donc, tu as des actifs que tu peux prendre, les créanciers prendre en garantie, alors que le personnel, ça devient un peu plus secondaire. C'est pourquoi dans les plus petites, ben, c'est là qu'il y a beaucoup de cautionnement personnel parce que tu as moins d'équipement, tu as moins d'inventaire. Donc, c'est là où le personnel vient compenser. Mais c'est un peu ça qu'il m'avait dit, moi. Avec Evol, là, il m'avait expliqué que c'est comme plus que tu as d'équité. Tu sais, exemple, moi, si je grossis mon inventaire un jour puis j'ai un méga inventaire à liquider, ça va fonctionner. Si mon salon de coiffeur il est déménageable, tu sais, présentement, je peux pas déménager les améliorations locatives que j'ai fait, là. Tu sais, comme je peux déménager les chaises, les lavabos, mais le reste, là, les postes sont au plancher. Tu sais, comme c'est du plancher, là, que j'ai fait financer, mettons, où le comptoir, il est pris, là, comme tu disais tantôt. Fait qu'ils peuvent pas saisir ça ou revendre ça. Fait que d'où le plus personnel. Puis, tu sais, là, toi, c'est un salon de coiffure, mais imagine les restaurants, par exemple. L'inventaire, là, de la nourriture. Mais ça vaut quoi de la nourriture? Là? Quand que le syndic arrive, on veut pas vendre nécessairement de la nourriture par crainte que est-ce que quelqu'un va s'intoxiquer? Il dit, vas-tu avoir de quoi? Fait qu'on n'aime pas prendre ce risque-là. Puis deux, tu sais, des bananes puis de la salade, ça vaut quoi? Tu sais, ça vaut pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que... on en prend pas mal pour rembourser. Exact, tout à fait. C'est pas l'idéal. Et là, tantôt, tu as mentionné vite mythes et réalités. Puis moi, ça pique pas mal ma curiosité. T'as-tu des exemples pour nous de des situations ou des choses que tu entends souvent qu'on pourrait démocratiser? Ben, on a parlé un peu de l'incorporation versus l'enregistré. Donc, oui, il y a des différences, mais malgré tout, la Inc., ben, il y a des responsabilités. Il y a aussi les REER. Tu sais, des REER là, personnels. Là. Est-ce que c'est saisissable ou pas? Ça, j'en ai aucune idée. Moi, j'aurais tendance à croire que oui. Ben, c'est pas saisissable. Ah! Les REER qui datent de plus de 12 mois sont pas saisissables. Donc, le CELI, ça. Le CELI est saisissable. Le CELI est saisissable. Donc, nous, on voit, puis des fois, c'est très triste parce que les gens ne connaissent pas ça. Puis, comme on disait tantôt, l'entrepreneur, lui, là, coûte que coûte, il va y aller, il va essayer de sauver son entreprise. Puis, des fois, on voit, il prend ses REER personnels. Puis, il les met dans l'entreprise. Met dans l'entreprise. Écoute, ça peut être un bon mot à l'effet que, c'est peut-être ça qui va relancer, puis on n'en parlera plus. Mais avant de mettre ton REER personnel dans une compagnie, il faut que tu t'assures que tu vas avoir un rendement puis que ça va fonctionner parce que sinon, touche pas puis personne ne va y toucher. Là. Fait que là, t'es-tu en train de nous dire que si t'es en entrepreneuriat, vaut mieux remplir ton REER que ton CELI? J'ai-tu dit ça? Je veux pas mettre les mots dans ta bouche. Mais je dis que les REER, effectivement, c'est pas saisissable. Le CELI, oui. Et contre toute attente, puis le REE, t'as des enfants, le REE aussi, le REE est saisissable. Là. Donc, tu sais, c'est le volet un peu triste de l'histoire. Ouais. Ouf. Y a-tu d'autres mythes? Mais moi, j'ai tendance à penser, là, dans ma tête, que c'est toujours un peu négatif, ça, dans quoi tu baignes. Est-ce que tu dirais que tu te sens plus dans le positif? Comment tu perçois l'industrie de la faillite? Est-ce que tu te sens quasiment comme un éducateur tellement on n'en parle pas? Ben oui, mais moi, j'adore ce que je fais. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui est en difficulté, je me mets comme dans ses souliers, je deviens lui. Puis j'ai OK, maintenant, là, qu'est-ce que je dois faire pour le sauver? Comme je dis, si c'est son intérêt. Tu sais, s'il veut pas, je vais... Et je me mets vraiment dans sa situation. Puis, coûte que coûte, je vais faire tout ce que je peux pour trouver la solution qu'il souhaite. Donc, puis les gens reconnaissent ça. Souvent, là, tu sais, puis je me le suis déjà dire, là, tabarouette, Yannick, c'est quasiment un service funéraire, ton affaire, puis tu t'enterres des compagnies. Puis... Mais au contraire, j'essaie de sauver des entrepreneurs. Puis même si ça ne fonctionne pas, ben on va essayer de sauver son personnel, on va essayer. Puis, mais les clients me rappellent, Yannick, regarde, ce que tu m'avais dit, ça serait réalisé, merci, j'ai une tonne de poids de moins sur les épaules. Puis c'est très gratifiant. C'est peut-être... c'est pas ça qui nous vient en tête lorsqu'on parle d'un syndic, mais les commentaires qu'on a de nos débiteurs qui nous appellent après, ils disent tabarouette, tu m'as sauvé, puis tout ça. C'est vraiment ce qui fait notre métier, vraiment un métier exceptionnel. Là.
Ah, c'est mais fun. c'est super. Ben, je pense que ça conclut bien. C'était vraiment très intéressant. Oui. J'en ai appris beaucoup. Puis ce que j'ai trouvé fort pertinent, c'est que tu nous expliques que, tu sais, c'est pas négatif, la faillite. C'est une manière d'aider, finalement. peut-être, Exact. De sauver, puis, tu sais, de comprendre la restructuration versus la faillite. Je pense que C'est vraiment pertinent, moi, je trouve, de démystifier tout ça. On devrait en parler plus souvent. Mais est-ce que votre impression ou votre a changé par rapport à la faillite? Oui, Ben moi, certainement. 100%. Parce C'est sûr que je veux pareil pas faire faillite. Ok, ça vous donne pas... Mais tu sais, on dirait que moi, je vis l'exemple où, genre, je sais pas, j'aurais acheté une machine pour un tel produit, puis du jour au lendemain, quelqu'un qui te donne justement 1,5 million par année te cancelle. Je veux dire, c'est extérieur à toi. Exact. Tu sais, mettons, l'économie qui se met à aller mal ou, tu sais, juste la COVID, tout court, là, tu sais, si on pense juste à la COVID sans toutes les subventions qu'on a eues, moi, oublie ça, là. Ça aurait été impossible, ça aurait été hors de mon contrôle. Il aurait fallu que je travaille fort en tabarouette, là, tu sais, comme... Fait qu'il y a des facteurs extérieurs, puis c'est d'écouter sa petite voix intérieure. sa petite voix intérieure, puis de se faire aider. Puis justement, je pense que des épisodes comme ça, c'est tellement pertinent pour... Hey, j'ai une question sur mes livres, sur mes chiffres. Tu sais, parler de chiffres, là, c'est vraiment Oui, pertinent, puis on le disait important. tantôt, vous devez être bien entouré. Puis quand vous avez des questions, vous êtes à un appel de connaître la réponse. Donc, oui, tu sais, il y a un tabou, mais il faut essayer d'éliminer ce tabou-là. Puis on va en sauver plus d'entreprises encore. Hein. Oui, tu nous l'as dit. La première consultation est gratuite. Exact. Donc, rendez-vous dans le bureau de Yannick si vous avez des questionnements. Ben, merci beaucoup, puis au plaisir de se rejaser. Un Vraiment. jour qui sait, ce fut très pertinent. Merci. Merci.